Bonjour à tous et bienvenue sur Spidernet TV. Dans ce nouvel épisode de FCOM, je vais interviewer Denis Rabasté qui va vous parler d'un usage un peu différent de la réalité virtuelle par rapport à ce qu'on vous a déjà montré. En effet, au lieu de plonger ses apprenants dans un monde virtuel, il leur donne Sphere, notre outil de création d'expérience VR, et il leur demande de créer par eux-mêmes une expérience de VR autour du monde de la santé-sécurité au travail. Il va nous expliquer en quoi pour lui c'est quelque chose qui devient incontournable, la VR, et en quoi il y a un véritable avantage pour eux, ces apprenants, à s'emparer de cet outil, à apprendre à le manipuler. Et pourquoi finalement, ce qui l'intéresse le plus, c'est d'arriver à les amener à comprendre et contourner les problématiques technologiques, arriver à manipuler les outils, arriver à comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc je vais vous laisser immédiatement avec l'interview. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion. À tout à l'heure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que pour commencer, tu peux nous présenter un peu ton parcours et tes activités actuelles, s'il te plaît? Oui, j'ai eu une formation initiale en génie électrique à l'ENS de Cachan, suivie d'un doctorat en électronique de puissance à l'Université de Montpellier. Et à l'issue de cette formation, j'ai intégré l'IUFM d'Aix-Marseille, où j'ai animé des formations de préparation aux différents concours de l'éducation nationale, en particulier le CAPET électronique et l'agrégation électronique. Et lorsque ces formations ont fermé, je me suis plutôt réorienté vers la mise en place de formations à distance et tout ce qui concernait l'ingénierie numérique pédagogique et puis plus récemment donc la réalité virtuelle. Ok, super. Et donc, pourquoi la réalité virtuelle particulièrement alors? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette affaire? Alors, c'est pas moi qui suis allé à la réalité virtuelle, c'est elle qui est venue à moi. En fait, on a un collègue qui a toujours des idées un petit peu novatrices. Alors, au début, je me dis toujours, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui nous ramène encore? Et je suis un peu quelqu'un qui suis un peu réticent à la nouveauté. Et puis, au bout d'un temps, je me dis, ouais, mais finalement, c'est génial, son idée. Et donc, nous avions des formations avec des masters qui devaient concevoir des formations à distance en hygiène et sécurité. Et ce collègue, en passant devant une agence immobilière, a été interpellé par le fait que l'agence immobilière proposait des visites d'appartements sous forme de visites virtuelles. Et il s'est dit, pourquoi ne pas intégrer ce concept dans nos propres formations, puisque ça permettait de concevoir une formation en exposant de manière virtuelle l'apprenant à un danger sans qu'il n'ait d'autre risque que de se cogner contre le pied d'une chaise parce qu'il a un casque sur la tête et qu'il ne l'a pas vu. Ce qui est un moindre mal en cas d'incendie quand même. Ok. Et pour toi, du coup, quelles sont pour vous peut-être, quelles sont les forces pédagogiques de cet usage-là? Tu parlais d'immersion. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être pertinentes et qui sont attrayantes avec la VR? Alors oui, dans un premier temps, effectivement, l'immersion dans le cas de formation en termes d'hygiène et sécurité, effectivement, c'est primordial parce que si on peut prendre par exemple l'exemple de la visite d'une centrale nucléaire. Bon, il est très difficile de mettre des apprenants, surtout s'ils ne connaissent pas le sujet, dans une centrale nucléaire. Avec une visite virtuelle, c'est tout à fait possible. Donc, c'est un premier intérêt, c'est d'immerger l'apprenant dans une situation à risque sans le mettre en danger. Et puis, on a tout un tas de champs qui s'ouvrent avec cette possibilité, puisque ça va permettre d'immerger un apprenant dans des scènes qui n'existent plus, des scènes historiques par exemple, ou des scènes qui n'existent pas encore, par exemple dans la conception d'un bâtiment qui n'a pas d'existence réelle pour l'instant, ou encore des choses qui sont trop éloignées, comme la visite d'une planète, ou trop grande, ou trop petite, comme du travail sur des molécules, etc. Donc, ça a tout un tas d'intérêts au niveau de la pédagogie, puisqu'on va pouvoir explorer des domaines qui ne sont pas accessibles, si ce n'est dans un premier temps que par un savoir purement théorique. Et puis le deuxième intérêt, à mon sens, c'est que ça, de nombreuses études le montrent, c'est que lorsqu'on immerge
un apprenant dans ce genre de situation, il y a forcément une pédagogie active qui se met en place et on sait très bien que par la pédagogie active, on obtient des résultats de mémorisation et d'apprentissage nettement supérieurs à ce que l'on peut avoir par une pédagogie, disons, classique. D'accord. Toi, justement, tu as une façon particulière d'utiliser la VR dans les apprentissages que tu proposes, puisque tu n'immerges pas tes apprenants dans la VR, tu leur demandes à eux de concevoir des expériences de VR. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Alors oui, donc nous, dans un premier temps, ce que l'on fait, enfin le public que l'on a peut se décomposer en deux types de personnes. Dans un premier temps, on a des étudiants de master qui sont dans une formation de conception de formation, justement en hygiène et sécurité. Donc pour eux, l'idée dans un premier temps, c'est de maîtriser les outils techniques de la réalité virtuelle pour pouvoir concevoir des formations et intégrer ces outils dans leur propre formation. Et puis le deuxième type de public, ce sont des enseignants de collège, puisqu'on a un partenariat avec un collège où on met en place des expériences de réalité virtuelle dans l'enseignement. Et donc, dans un premier temps, il faut former former les enseignants aux outils de la réalité virtuelle. Donc, moi, je n'utilise pas directement la réalité virtuelle dans mes enseignements, je forme les gens à l'utilisation des outils de réalité virtuelle. Mais par contre, il est dans mes projets de concevoir des formations sur la réalité virtuelle et par la réalité virtuelle. Donc ça, c'est la suite. On va continuer dans les poupées russes. L'Inception, c'est très très bien. Si on peut se focaliser un petit peu sur les Master 2 que tu amènes à créer des expériences par eux-mêmes, quelles sont les consignes que tu leur donnes pour arriver à créer une bonne expérience virtuelle et puis ensuite, comment est-ce que tu évalues aussi l'atteinte de ces objectifs pédagogiques avec eux? Alors là, on touche un point un petit peu délicat qui fait la différence entre théorie et pratique. Disons qu'on a un public qui tous les 2 ans est renouvelé, donc des étudiants tout neufs, faut recommencer à chaque fois, donc ce ne sont pas des spécialistes de la réalité virtuelle et on leur demande de monter une formation intégrant de la réalité virtuelle. Et donc, la première chose qu'ils doivent maîtriser, c'est l'outil en lui-même, l'outil technique. Utiliser le logiciel Sphere, par exemple, et savoir l'utiliser correctement. Et une fois que ça, c'est réglé, il y a un deuxième problème qui se pose pour eux, c'est que faire avec le fichier informatique qu'on a généré avec Sphere, par exemple, comment l'intégrer sur une plateforme une plateforme d'enseignement à distance, comment faire en sorte que l'apprenant y ait accès, etc. Donc, il y a tout un tas d'aspects techniques qui sont vite contraignants. Par exemple, on a affaire à des fichiers informatiques qui sont extrêmement lourds en termes de quantité de données, qui sont difficiles à manipuler et ça pose parfois de gros problèmes aux étudiants. Et donc, dans un premier temps, si les étudiants arrivent ils y arrivent à la fin, mais c'est compliqué pour eux. Quand ils arrivent à gérer tous ces problèmes techniques, c'est déjà bien. Alors effectivement, on rajoute ensuite une couche en essayant d'introduire une réflexion sur l'apport pédagogique que va apporter l'intégration d'expériences de réalité virtuelle, une réflexion sur la scénarisation de l'expérience de réalité virtuelle. Mais si l'aspect maîtrise technique n'est pas correctement maîtrisé, justement, ces aspects pédagogiques sont pas faciles à utiliser et donc c'est vraiment secondaire pour nous. Donc dans un premier temps, on leur demande de maîtriser l'aspect technique et je pense que par la suite, au niveau de leur expérience professionnelle, la pratique pédagogique se mettra en place de manière assez naturelle. Oui, d'ailleurs, du coup, ça m'amène à quelque chose. En quoi pour toi, en quoi as-tu la conviction que finalement ces gens qui vont devoir travailler sur la santé-sécurité en entreprise, en quoi ils vont absolument avoir besoin de maîtriser l'outil de réalité virtuelle? En quoi pour toi c'est une tendance de fond, quelque chose de majeur pour leur avenir? Alors, nous vivons, c'est une banalité que je vais dire, mais une époque qui est en pleine accélération et les techniques qui sont frémissantes aujourd'hui, on va dire, vont devenir prépondérantes demain. On a vécu ça, par exemple, avec la vidéo.
Moi, la première fois que j'ai entendu parler de sites de streaming comme YouTube ou Vimeo, je me suis dit, bon, je ne voyais pas trop l'intérêt de ce genre de choses. Aujourd'hui, je passe une grande partie de mon temps sur des sites de streaming parce que pour moi, c'est une source d'information extraordinaire, une source d'apprentissage. Quand je veux me familiariser avec un logiciel, il n'est pas question d'aller lire la documentation, mais je me dirige directement vers des vidéos créées par d'autres internautes. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose on est dans une évolution permanente. Et aujourd'hui, même si la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui est un peu marginal, un peu nouveau, je pense qu'au niveau pédagogique, vu le potentiel que ça apporte pour les formateurs de demain, c'est essentiel que dès aujourd'hui, ils aient déjà une expérience de ces outils pour pouvoir les utiliser demain, pour ne pas se retrouver demain devant un problème qu'ils ne savent pas résoudre parce qu'ils n'ont pas le problème, ils n'ont pas la maîtrise technique de l'outil. D'accord, très bien. Et alors du coup, euh, est-ce que, donc pour reprendre un petit pas de recul, est-ce que ces activités que tu mènes avec tes différents apprenants, on a dit qu'il y avait vraiment deux publics différents, est-ce que ça crée des émules autour de toi? Est-ce que il y a d'autres gens qui ont envie de se mettre eux aussi à la pratique de la réalité virtuelle grâce à ce que toi tu réalises? Alors effectivement, il y a une émulation qui se crée en particulier avec les collègues de l'enseignement secondaire, dont certains, enfin beaucoup, sont déjà dans une démarche de recherche en termes de réalité virtuelle. En particulier, on a un collègue là qui travaillait sur de la réalité augmentée, lui, autour de sites historiques et sites archéologiques avec ses élèves. Et par notre contact, je pense qu'il s'est mis à utiliser la réalité virtuelle cette fois. Et ce collègue, par exemple, là actuellement, son domaine, c'est plutôt le scan 3D de sites archéologiques ou de sites historiques. Donc, il a acquis une certaine maîtrise maintenant dans cette partie-là. Mhm. Et donc, nous, du coup, quand on se mettra à cette problématique, puisque c'est prévu aussi, c'est dans les cartons, eh bien, on se retournera vers lui pour bénéficier de son savoir-faire, comme il a bénéficié de notre savoir-faire sur la réalité virtuelle. Donc, il y a une émulation qui se crée, c'est vraiment intéressant. Le seul regret, c'est qu'on on n'a pas assez de temps à y consacrer. On voudrait faire que ça, mais bon, il y a d'autres choses à régler à côté. D'accord. Bah, du coup, ça m'amène très logiquement vers la dernière question de cette interview. Finalement, quels sont tes projets avec la VR aujourd'hui, demain? Quels sont tes rêves aussi de réalisation? Alors les projets, ben c'est quand on a commencé avec la réalité virtuelle, on travaillait avec des photographies à 360 degrés que l'on prenait avec une caméra et à partir de ces photographies 360 degrés, on construisait nos expériences. Mhm. Bon, c'était bien dans un premier temps, mais moi, de mon côté, j'ai toujours eu une fascination pour ce qui était de l'image numérique, sa fabrication, ses modifications, ses utilisations. Et donc, très, très tôt, je me suis intéressé à la 2D, puis je suis passé à la 3D, puisque c'était un peu la suite logique. Mais ça restait pour moi quelque chose de l'ordre du hobby. Et quand on a commencé à travailler avec de la réalité virtuelle, là, je me suis dit que je pouvais joindre l'aspect professionnel et l'aspect passion que j'avais pour ces images virtuelles. Mhm. Et mon objectif, là maintenant, c'est vraiment d'introduire la 3D dans les expériences de réalité virtuelle. Ça propose plusieurs intérêts. D'une part, on peut concevoir la scène comme on le souhaite. On n'est pas tributaire de sa disponibilité ou de sa disparition ou de la lumière que l'on va avoir quand on va prendre les photographies, etc. Mhm. Et pour l'apprenant, c'est un plus extraordinaire puisque quand on utilise une photographie 360, l'apprenant se trouve au centre de la photographie et ne peut pas en bouger. Alors que si c'est une scène 3D modélisée en 3D, il peut se déplacer dans la scène, aller explorer un recoin si ça l'intéresse, interagir avec la scène, avoir des animations qui se situent dans cette scène. C'est des possibilités infinies qui s'ouvrent. Donc moi, de mon point de vue, le projet actuellement, c'est de faire en sorte que dans mes expériences de réalité virtuelle que je fais concevoir par mes étudiants, on puisse utiliser la 3D, on puisse concevoir des scènes. Donc ça, pour les étudiants d'hygiène et sécurité, c'est déjà presque au point. Mais le but, ça sera de passer vers des scènes beaucoup plus exaltantes, hein, comme je parlais tout à l'heure, des scènes historiques, aller
voir au niveau moléculaire, concevoir des expériences au niveau de molécules ou bien de planètes un peu éloignées, etc., etc. Voilà, tout un tas de champs possibles qui s'ouvrent avec cette utilisation de la 3D. Ok, super, merci beaucoup. On mettra dans la description des liens vers un certain nombre d'expériences que tu as créées pour illustrer un petit peu tout ça. Ben, écoute, merci beaucoup, Denis, de nous avoir donné de ton temps et partagé cette expérience. Merci beaucoup. Merci Yves, à une prochaine, et puis j'espère chez Spidernet cette fois. Mais oui, bien sûr, ce sera un plaisir de te recevoir en plateau. Covid oblige, on a fait ça à distance, mais ce n'est ce n'est qu'une première, j'en suis sûr. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être présents de plus en plus nombreux pour regarder Spidernet TV, et écoutez, à très bientôt pour le prochain FCOM. Merci beaucoup. Et voilà, c'en est terminé pour cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne Spidernet TV afin de pouvoir évidemment être notifié des prochaines vidéos que nous allons sortir. J'en profite aussi pour vous dire que c'est un geste qui est très important pour nous, non pas parce que on cherche à jouer aux youtubeurs, mais simplement parce que YouTube étant une association philanthropique à but non lucratif, comme chacun le sait, lorsque vous n'avez pas atteint les 1000 abonnés, il vous est impossible d'utiliser un certain nombre d'outils qu'on a très très hâte de pouvoir mobiliser pour vous proposer des contenus encore plus intéressants et encore plus étonnants. On a notamment en tête la possibilité de vous proposer des vidéos à choix multiples dans lesquelles vous pourrez vous promener pour avoir des contenus différents. On aimerait tout simplement pouvoir vous faciliter la vie pour pouvoir passer d'une vidéo à une autre en mettant des liens, vous savez, les fameux liens en haut à droite. Choses qui pour le moment nous sont refusées puisqu'on n'a pas suffisamment, parce que en fait la chaîne se lance, donc on n'a pas encore suffisamment d'abonnés. Donc quand on vous demandera de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est vraiment pas pour se conformer à un modèle à la YouTuber, parce qu'en fait c'est pas du tout notre métier, hein, c'est pas ça qui compte, c'est simplement pour qu'on puisse arriver à atteindre cette masse critique de public qui va nous permettre de pouvoir faire de nouvelles choses, des choses qui vont être vachement plus intéressantes, plus ergonomiques pour vous, et qui vont nous permettre de pouvoir vous proposer des contenus toujours plus attrayants. Voilà, je vous remercie beaucoup. Dans la description, vous trouverez tous les liens nécessaires. On va, comme je le disais tout à l'heure dans l'interview, vous montrer notamment, vous permettre d'aller consulter les vidéos que Denis a réalisées. Il a fait des vidéos commentées d'un certain nombre d'expériences pour pouvoir découvrir un petit peu son travail. Et puis, vous retrouverez bien évidemment tout le nécessaire pour découvrir Sphère et vous inscrire à nos prochains webinaires. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt sur Spidernet TV.